Les semaines passées, nous avions abordé la question de la distribution et la manière dont on utilise cette distribution pour produire une analyse phonologique. Et à partir de maintenant, nous allons commencer à aborder la toute dernière notion fondamentale dans cette discipline, qui est la neutralisation d'opposition. Alors cette notion de neutralisation, elle est très fortement liée à la question de la distribution que nous avions précédemment évoquée. Alors que jusqu'à présent nous regardions l'opposition comme étant quelque chose de généralisé à l'ensemble d'un système linguistique, nous allons voir maintenant que l'opposition est en réalité relative. Relative non pas au système linguistique, mais à un contexte particulier, donc à la notion de distribution. Nous allons diviser ce chapitre en deux parties. Dans un premier temps, nous allons réaborder quelques notions en rapport avec la distribution, notamment le fait que la distribution est liée aux règles de changement phonétique que nous avions vues en tout début de semestre. Et nous allons voir une petite typologie des différentes distributions possibles dans une langue. Et dans un second temps, nous verrons en quoi cette notion de distribution nous amène à parler d'opposition relative et donc de neutralisation d'opposition. Alors pour commencer, nous allons partir d'une observation simple que vous avez normalement tous en tête, en tout cas je l'espère, et qui est qu'une opposition suppose une commutation. Je rappelle qu'une commutation est une substitution minimale distinctive. Et donc, à l'inverse, si on prend cette proposition en compte, à l'inverse, une absence de commutation suppose logiquement une absence d'opposition. Eh bien, c'est cette remarque simple qui va nous amener en fin de chapitre à parler de neutralisation. Mais alors, il faut commencer pour cela à parler un petit peu de distribution. Alors, la distribution, c'est une notion, on l'a vu, qui est liée à la phonotaxe. La phonotaxe, je le rappelle, c'est l'organisation syntagmatique des unités, c'est-à-dire les relations qu'ont les unités entre elles, qu'entretiennent les unités entre elles à l'intérieur de l'ensemble syntagmatique. Donc, tout simplement, c'est le fait que après un segment, on ne peut pas trouver n'importe quel autre segment, mais on va trouver certains types de segments. Un exemple très simple, c'est la syllabe. Dans une syllabe, vous ne pouvez pas avoir 10 consonnes qui se suivent. Vous ne pouvez pas avoir non plus 10 voyelles qui se suivent. Donc ça veut dire qu'il y a des contraintes, des règles sur l'enchaînement des unités. Eh bien c'est ça, l'organisation syntagmatique des unités, et ce qu'on appelle la distribution. Alors une autre définition peut-être plus intuitive que l'on peut prendre pour définir la distribution, c'est l'ensemble des positions possibles d'une unité. Et ça c'est quelque chose que vous pouvez très bien réaliser vous-même et que vous avez réalisé dans vos exercices. C'est lorsque vous, par exemple, vous faites la liste des contextes dans lesquels on trouve un segment. Et bien ça c'est la distribution d'un segment. Donc l'ensemble des positions possibles dans lesquelles on peut trouver ce segment. Alors, il se trouve que cette distribution, elle n'est pas totalement indépendante du changement diachronique de la langue. Donc, on a vu que les langues évoluaient, variaient dans le temps. C'est quelque chose que vous savez normalement. Par exemple, le français vient du latin à la suite d'une succession de règles qui ont produit des changements sur la prononciation des sons dans certains contextes et pas dans d'autres. Et puis, il y a d'autres règles qui ont produit des changements sur d'autres sons dans d'autres contextes, etc., etc. Eh bien, les contraintes distributionnelles, elles sont liées à ces règles de changement diachronique. En quoi? C'est quelque chose qu'on avait déjà vu précédemment. Si vous prenez par exemple la règle que vous avez sous les yeux, qui est sur la première ligne, eh bien, cette règle vous dit que les obstruantes sonores de la langue, d'une langue donnée, peu importe, les obstruantes sonores deviennent des obstruantes sourdes, alors pas n'importe où, pas partout, mais dans un contexte particulier, ce qui se trouve après le slash, devant des obstruantes sourdes. Donc je répète, les obstruantes sonores deviennent des obstruantes sourdes, ou ça, devant des obstruantes sourdes. Eh bien, qu'est-ce que cette règle produit dans l'état ultérieur de la langue, c'est-à-dire celui qui résulte de ces changements phonétiques? Eh bien, si on exclut l'existence d'autres règles, je reviendrai sur ce point dans une petite parenthèse après, si on exclut donc l'existence d'autres règles, cette règle que vous avez sous les yeux produit une contrainte distributionnelle. Et cette contrainte, elle est très simple, puisque toutes les obstruantes sonores qui se trouvent devant des obstruantes sourdes sont devenues des obstruantes sourdes, eh bien c'est qu'il ne reste plus d'obstruantes sonores devant les obstruantes sourdes. Et donc la contrainte distributionnelle est la suivante.
J'ai des obstruantes sonores dans ma langue, mais pas devant des obstruantes sourdes. Donc ça, c'est ce que vous avez dans la deuxième ligne. C'est une notation qu'on avait déjà vue aussi, avec le petit astérisque qui indique l'impossibilité d'avoir quelque chose. Donc on ne peut pas avoir d'obstruantes sonores devant des obstruantes sourdes. Et c'est ça ma contrainte distributionnelle, et vous voyez qu'elle dérive directement de la règle de changement diachronique qui se trouve juste au-dessus. Alors, pourquoi j'ai dit, maintenant on ouvre une petite parenthèse, pourquoi j'ai dit qu'il fallait exclure l'existence d'autres règles? Eh bien, c'est pour une raison assez simple, c'est que certaines règles peuvent en parasiter d'autres. Pourquoi? Parce que les règles de changement diachronique, elles ne se produisent pas toutes en même temps. Elles se produisent, puisqu'on parle de changement diachronique, elles se produisent à des époques différentes souvent. Alors, certaines règles peuvent se produire en même temps, hein, mais il y a souvent plus de chances que des règles se produisent les unes à la suite des autres. Or, maintenant imaginez que j'introduis une nouvelle règle. Cette règle, c'est que les nasales deviennent des obstruantes sonores, cette fois-ci, devant des obstruantes sourdes. Donc, je n'ai pas d'exemple sur ma diapo, mais je vous en donne un à l'oral. Imaginez que, eh bien, on a un mot qui serait ansa, par exemple. Ansa. J'ai une nasale devant une obstruante sourde, le ne devant le se. Ansa. Eh bien, si j'ai une règle qui me dit les nasales, deviennent des obstruantes sonores devant des obstruantes sourdes, le ne va devenir un de. Bon. Alors, si cette règle intervient avant celle que vous avez sur la diapo, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le ne va devenir un de devant le se, comme je viens de le dire. Puis la règle obstruante sonore devient obstruante sourde devant obstruante sourde s'applique. Et dans ce cas-là, le de que j'ai devant le se devient un te. Et la contrainte distributionnelle est toujours valide. Je n'ai pas d'obstruante sonore devant une obstruante sourde. En revanche, si cette deuxième règle, les nasales qui deviennent obstruantes sonores devant obstruantes sourdes, intervient après la règle que vous avez sous les yeux, dans ce cas, la contrainte distributionnelle n'est plus valide. Pourquoi? Parce que j'ai des obstruantes sonores qui deviennent des obstruantes sourdes devant obstruantes sourdes, et donc là, je n'ai plus d'obstruantes sonores devant des obstruantes sourdes, hein, donc la contrainte pour le moment est juste, mais ensuite intervient la règle des nasales qui deviennent des obstruantes sonores, et cette deuxième règle qui intervient après recréer des obstruantes sonores devant des obstruantes sourdes. Et ces obstruantes sonores, puisque la règle intervient après, ces obstruantes sonores ne sont pas soumises à la première règle, puisqu'elles n'existaient pas au moment où la première règle s'appliquait. Donc là, on a bien une règle qui vient parasiter une autre règle. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut exclure l'existence d'autres règles. Donc faites bien attention, lorsque vous analysez la phonologie d'une langue à partir de son évolution historique, eh bien, il faut toujours faire attention à regarder l'ensemble des règles et pas une règle en particulier, parce que certaines règles en parasitent d'autres. Donc pour revenir à notre sujet, on ferme la parenthèse, ce que l'on vient de voir, c'est que malgré la complexité que je viens d'évoquer brièvement, les contraintes distributionnelles sont le résultat de changements diachroniques. Et ce changement, eh bien, il ne s'applique pas à tous les segments. Par exemple, vous prenez cette règle que vous avez sous les yeux, qui est une règle en réalité qui concerne le français et beaucoup d'autres langues, mais qui a concerné le français aussi dans son évolution. Donc les obstruantes sonores deviennent des obstruantes sourdes devant obstruantes sourdes. Eh bien, tous les segments ne sont pas soumis à cette règle. Pourquoi? Alors bien sûr, les obstruantes sonores sont soumises à cette règle, mais tout ce qui n'est pas obstruante sonore n'est pas soumis à cette règle. Et donc, cette règle va produire différents types de distribution. Et c'est là où je vais commencer à introduire la typologie des distributions. Prenons un exemple, le le. Le le est une liquide, donc pas une obstruante, c'est une sonnante. Et cette sonnante, bien qu'elle soit sonore, puisque ce n'est pas une obstruante, eh bien elle n'est pas soumise à cette règle. Et donc on peut l'observer aussi bien devant les obstruantes sourdes qu'ailleurs. Donc, par exemple, vous avez d'ailleurs des paires minimales. Hein. Vous avez alpin, l'adjectif en rapport avec les Alpes, et puis vous avez albin, qui est un prénom. Vous voyez qu'on trouve le le aussi bien devant une obstruante sonore, le b, que devant une obstruante sourde, le p. Vous avez même une paire minimale, donc il n'y a vraiment aucune différence de contexte entre les deux. C'est le dans deux contextes qui
qui ne diffère que par la sonorité du segment qui suit le le. Pareil, vous avez tilt, un tilt, et puis tilde. Même chose, on trouve le le aussi bien devant un te, l'obstruante sourde, que devant un de, obstruante sonore. Calque, algue, alors là c'est pas vraiment une paire minimale, c'est une paire quasi minimale, vous vous souvenez du terme, et on a le le qui s'observe devant un que, obstruante sourde, ou devant un que, obstruante sonore. Welch, qui est le nom du parler lorrain par exemple, ou de certains parlers lorrains, le le se trouve devant une obstruante sourde, alors cette fois-ci une fricative, le che, et dans belge, on a le le devant une obstruante sonore, une fricative sonore. Sylph et sylve, alors pareil, donc sylph, c'est peut-être pas un terme que vous connaissez, ce sont des sortes de génies de la mythologie celte notamment. Vous avez un le devant un f, obstruante sourde, et vous avez un le devant un v, obstruante sonore dans sylve. Donc a priori, le n'a pas de contrainte distributionnelle particulière, en tout cas pas si on regarde la sonorité. Bien sûr, on pourrait regarder plein d'autres paramètres, mais si on regarde la sonorité, il n'y a pas de contrainte particulière sur la distribution du le. Si on regarde en revanche maintenant deux autres segments, le re et le re, qui sont deux fricatives uvulaires. Eh bien, vous vous souvenez de ce qu'on avait dit sur la distribution de ces deux fricatives. Et cette distribution, eh bien, elle est le résultat direct de la règle que l'on a abordée à l'instant. C'est-à-dire les obstruantes sonores deviennent des obstruantes sourdes devant des obstruantes sourdes. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on remarque que le re, qui est sourd, ne s'observe effectivement que devant des obstruantes sourdes, tandis que le re, lui, ne s'observe jamais devant des obstruantes sourdes. Et ça, c'est le résultat direct de la règle de tout à l'heure. Pourquoi le re ne s'observe jamais devant des obstruantes sourdes ? Eh bien parce que la règle a forcé tous les re qui se trouvaient devant des obstruantes sourdes à devenir des re sourds eux-mêmes. Et pourquoi on ne trouve pas de re ailleurs que devant les obstruantes sourdes ? Eh bien tout simplement parce que avant l'application de cette règle, la langue ne possédait pas cette consonne, dans aucun contexte. Et donc maintenant, nous avons cette distribution où on a, par exemple, harpe avec un re, mais orbe avec un re. Pourquoi cette différence ? Parce que le re se trouve devant une obstruante sourde, le pe, tandis que le re dans orbe se trouve devant une obstruante sonore. Et pareil, vous avez perte avec un sourd, mais perdre avec une sonore. Orque avec une sourde, mais orgue avec une sonore. Marche avec une sourde, marge avec une sonore, morphe avec une sourde et morve avec une sonore. Et vous voyez que la seule différence, à chaque fois, à l'exclusion du re et du re, eh bien, c'est la sonorité de la consonne qui suit. Alors parfois vous avez des paires qui sont moins parfaites, comme harpe et orbe, mais vous voyez que le contexte principal qui change, c'est uniquement la sonorité de la consonne qui suit. Donc là, c'est un nouveau type de distribution. Alors que le le n'avait pas de contraintes distributionnelles, ici on a deux segments qui ont des contraintes distributionnelles, qu'on avait déjà évoquées précédemment, et on va en reparler un petit peu après. Le re ne s'observe jamais devant les obstruantes sourdes, c'est ça sa contrainte distributionnelle, tandis que le re ne s'observe jamais devant les obstruantes sonores, c'est ça sa contrainte distributionnelle. Et on a d'autres cas encore un petit peu plus compliqués, et c'est ceux-là qui vont nous intéresser en particulier à partir de maintenant. Et vous allez voir la différence avec le cas précédent, celui qu'on vient de voir avec le re et le re. En tout cas, j'espère, parce que c'est là qu'est tout le propos. C'est le cas, par exemple, des occlusives. Les occlusives. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec les occlusives ? Les occlusives, il se trouve qu'elles ont une distribution qui ressemble un petit peu à celle du re et du re. Pourquoi ? On a une règle qui nous dit que les obstruantes sonores deviennent des obstruantes sourdes devant obstruantes sourdes. Donc logiquement, devant une obstruante sourde, on ne peut plus avoir d'occlusive sonore. Et c'est effectivement le cas en français. On n'a pas d'occlusive sonore devant des obstruantes sourdes. On va prendre l'exemple des occlusives bilabiales. Eh bien, devant une obstruante sourde, on ne peut trouver que le pe. Par exemple, vous avez apte, obtenir, alors faites attention, hein. Obtenir, on a une lettre B dans l'orthographe, mais phonétiquement, c'est bien un pe. Il n'y a aucun be à cet endroit-là. Donc je vous l'avais déjà montré l'année dernière sur des spectrogrammes.
Donc on ne va pas remontrer un spectrogramme, mais si vous voulez, vous faites un petit enregistrement, vous mettez simplement votre main sur votre gorge, vous verrez que obtenir, c'est bien un P qui est présent. Epsilon, obscur, même chose qu'obtenir, hein, c'est un B orthographique, mais c'est pas du tout prononcé B, c'est bien un P, obscur, obscur, il n'y a pas de B, c'est pas obscur, pas du tout. Et abcès, même chose, abcès, c'est bien un P, il n'y a pas de B. Alors, donc on a des P devant une obstruante sourde, et à l'inverse, on n'a pas de B. Pourquoi on n'a pas de B? Eh bien, c'est le résultat direct de la règle qu'on a évoquée tout à l'heure. Le B étant une obstruante sonore, eh bien, il ne peut pas s'observer devant des obstruantes sourdes, puisque toutes les obstruantes sonores sont devenues des obstruantes sourdes devant les obstruantes sourdes. Donc, autrement dit, tous les B sont devenus des P devant les obstruantes sourdes. Et effectivement, dans obtenir, étymologiquement, si on remonte au latin, donc ça fait loin quand même, eh bien, il y avait bien un B, c'était bien un B au départ. Mais, comme on est devant une obstruante sourde, ce B est devenu un P. Et là, maintenant, en français, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est bien un P. Mais par contre, si on regarde ailleurs, c'est-à-dire devant des obstruantes sonores, ou devant des sonnantes, ou même ailleurs, devant des voyelles, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, on trouve des P, et on trouve des B. Et là, vous voyez que c'est pas exactement la même chose que le cas précédent. Dans le cas précédent, où on avait le R et le R ne s'observait que devant des obstruantes sourdes et ne s'observait jamais ailleurs. Tandis que le R s'observait ailleurs, mais pas devant les obstruantes sourdes. Ici, la situation est différente. Le P, on ne trouve que le P devant les obstruantes sourdes, mais le P ne s'observe pas que devant des obstruantes sourdes, il peut aussi s'observer ailleurs. Et vous avez, par exemple, rappelé, plan, on a bien un peu, hein, appris, capre, apnée, par exemple. Vous avez plein d'autres cas, vous en trouverez sans aucun problème, appât, entre deux voyelles, etc. Donc on trouve bien des P, mais on trouve aussi des B dans ces mêmes contextes. Et là, on a même des paires minimales. Par exemple, vous aviez rappelé, bien vous avez une paire minimale avec rablé. Voilà, l'adjectif rablé. Vous aviez plan, blanc, le nom blanc, bon, ok, ou l'adjectif blanc d'ailleurs, paire minimale. Appris, abri, vous avez une paire minimale. Capre, cabre, apnée, abnégué, paire quasi minimale. Donc on trouve ailleurs aussi bien le P que le B. Alors pourquoi? Pourquoi cette différence avec le R et le R? Eh bien souvenez-vous que dans la diapo précédente, j'avais expliqué pourquoi on ne trouvait pas le R ailleurs que devant une obstruante sourde. C'est parce que dans l'état qui précède l'application de la règle qui nous intéresse, le R n'existait pas dans la langue. Et donc il n'est que le résultat de cette règle. A l'inverse, ici, la différence est que avant l'application de la règle obstruante sonore devient obstruante sourde devant une obstruante sourde, eh bien, P et B existaient tous les deux dans la langue. Donc le P est le résultat de la règle, mais est aussi le résultat du P qui existait déjà dans la langue avant l'application de la règle. Ce qui fait que on n'a pas exactement les mêmes contraintes distributionnelles que précédemment. Alors pourquoi on n'a pas les mêmes contraintes distributionnelles? Ou qu'est-ce que ça veut dire le fait qu'on n'a pas les mêmes contraintes distributionnelles? Eh bien, précédemment, je remets la diapo précédente, on avait une contrainte distributionnelle sur le R et une contrainte distributionnelle sur le R. Ces contraintes, je les répète, c'est le R ne s'observe que devant des obstruantes sourdes, donc pas ailleurs, tandis que le R ne s'observe jamais devant des obstruantes sourdes, donc toujours ailleurs. On avait une contrainte distributionnelle sur chacun de ces deux segments. Ici, à l'inverse, on a une contrainte distributionnelle sur le B. Et cette contrainte distributionnelle nous dit que le B ne s'observe jamais devant une obstruante sourde. En revanche, a-t-on une contrainte distributionnelle sur le P? Ah bah non. Non, le P s'observe aussi bien devant une obstruante sourde qu'ailleurs, donc il n'y a pas de contrainte distributionnelle particulière. Et ça, c'est un changement majeur entre les deux. Et on verra que ce changement va nous amener petit à petit à cette notion d'opposition neutralisable. Alors, on avance un petit peu, et on va devoir maintenant parler des différents types de distribution qui existent dans une langue.
Et on va faire donc une différence à chaque fois, un petit peu comme avec les substitutions, entre différents paramètres. Donc, il y a la prédictibilité de la distribution, il y a la conditionnalité et il y a la complémentarité ou lacunarité. Alors, premièrement, il y a une différence à faire entre les distributions qui sont prédictibles et les distributions qui sont imprédictibles. Alors, c'est très simple, on va revenir dessus, mais une distribution prédictible, c'est quelque chose que vous pouvez tout simplement prédire. Ça veut dire que si on vous dit je veux tel son, je veux observer tel son, vous allez dire automatiquement ah bah celui-ci, vous ne pouvez le trouver que dans ce contexte, point. Et vous... Non, pire. Là, je suis en train de dire quelque chose qui est assez imprécis. Ce n'est pas vous le trouverez que dans ce contexte, c'est vous le trouverez que dans ce contexte et toujours dans ce contexte. Donc c'est prédictible. C'est pas il faut chercher dans ce contexte pour le trouver, c'est si vous cherchez dans ce contexte, vous le trouverez et vous ne le trouverez que dans ce contexte. Donc ça, c'est prédictible. On viendra dessus juste après. Les distributions prédictibles, ce ne sont pas celles qui nous intéressent le plus, elles sont aussi conditionnelles et lacunaires. Nécessairement, on reviendra sur les définitions de ces deux termes. Ensuite, on arrive dans le domaine qui nous intéresse un peu plus, ce sont les distributions qui sont imprédictibles. Donc là, c'est l'inverse. Au lieu d'avoir une distribution ou plutôt au lieu d'avoir un segment dont on connaît nécessairement la position et où qu'on est sûr de trouver dans un contexte donné, eh bien c'est un son imprédictible, c'est un son dont on n'est pas sûr de trouver une occurrence dans un contexte donné. On reviendra dessus aussi. À l'intérieur de cette catégorie des distributions imprédictibles, on va trouver deux catégories maintenant de distributions. Les distributions inconditionnelles et les distributions conditionnelles. Alors là, la différence, elle est très simple. Les distributions imprédictibles et inconditionnelles, de toute façon les distributions inconditionnelles sont forcément imprédictibles, eh bien ce sont les distributions qui concernent des sons qui peuvent se trouver n'importe où. Donc il n'y a pas de condition sur leur position, tout simplement. C'est ça que veut dire inconditionnel. Donc il n'y a rien de plus simple. Et à l'inverse, conditionnel, ça veut dire qu'il existe des conditions sur leur position. En réalité, la plupart des sons ont une distribution conditionnelle, dans la plupart des cas. Ça dépend en réalité des paramètres que l'on va regarder. Si on ne regarde que la sonorité, par exemple, eh bien le le avait une distribution inconditionnelle. Mais si on regarde un peu plus que la sonorité, si on regarde d'autres paramètres, on verra que le le a aussi une distribution conditionnelle. Par exemple, on ne peut pas avoir un le entre un peu et un que en français. Ça n'existe pas. Donc ça veut dire que la distribution du le, elle est quand même un petit peu conditionnelle. Donc c'est plutôt plus ou moins conditionnel en réalité. Mais bon. Et ensuite, à la fin, à l'intérieur de cette catégorie des distributions conditionnelles, on a deux distributions encore. Les distributions complémentaires que vous connaissez déjà, et que l'on va revoir très brièvement. Et enfin, une nouvelle distribution qui va nous intéresser, c'est la distribution lacunaire. Donc on va revoir un petit peu chacun de ces types pour donner quelques exemples. Alors, pas des exemples concrets, mais pour vous essayer de vous faire comprendre ce que implique chacune de ces catégories de distribution. Par exemple, la distribution prédictible, elle concerne principalement les prosodèmes. Prenons un exemple. Lorsque vous avez le H de l'anglais, vous vous souvenez que le H de l'anglais ne s'observe qu'en début de mot. Eh bien, cela signifie que sa distribution est prédictible. Parce que lorsque je vous dis « trouvez-moi un H en anglais », vous allez dire « ah bah le H en anglais ne se trouve qu'en début de mot ». Alors cette prédictibilité, elle n'est pas totalement parfaite en réalité. J'essaie de chercher un exemple dans le domaine de la phonologie, mais en réalité elle n'est pas parfaite. Pourquoi ? Parce que la position de ce H est prédictible, mais sa présence n'est pas vraiment prédictible. Pourquoi ? Parce que vous avez des paires minimales. Par exemple, vous avez hate, qui veut dire haïr, et 8, qui veut dire le 8. Donc, la position du H est prédictible, mais sa présence n'est pas prédictible. Si on veut prendre un exemple de distribution véritablement prédictible, il vaut mieux prendre l'exemple plutôt des phones qui ne sont pas les réalisations de phonèmes. Par exemple, en français. En français, on a vu un exemple de ce type déjà depuis l'an dernier, c'est l'occlusive glottale.
L'occlusive glottale, c'est pas la réalisation d'un phonème. Pourquoi? Alors l'occlusive glottale, déjà, on l'observe devant tous les... En début de... Je recommence. On l'observe dans tous les mots qui commencent par une voyelle en début de mot. C'est-à-dire juste devant la voyelle. Par exemple, si vous prenez le mot animal, ça commence systématiquement par un E. Un petit E. Animal. Hibou, hibou. Vous voyez, une occlusive glottale, systématiquement. Tous les mots qui commencent par une voyelle ont cette occlusive glottale, du moment qu'ils ne sont pas précédés d'un autre mot qui se terminerait par une consonne. Mais si le mot qui précède se termine par une voyelle, vous avez cette occlusive glottale. Par exemple, la H, vous avez l'occlusive glottale qui apparaît. Bon, cette occlusive glottale, eh bien, elle est toujours présente. Non seulement sa position est prédictible, c'est-à-dire qu'on la trouvera toujours que en début de mot, mais en plus sa présence est prédictible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'opposition entre sa présence et son absence. Que je dise hibou ou hibou, il n'y a pas d'opposition. Que je dise animal ou animal, il n'y a pas d'opposition. Donc ce phone ne commute pas avec 0. Autrement dit, ce n'est pas du tout la réalisation d'un phonème, c'est juste un phone. Et c'est en cela qu'il est totalement prédictible. Parce que il n'a pas de valeur distinctive. Un son qui a une valeur distinctive, et qui est donc la réalisation d'un phonème, sera nécessairement en partie imprédictible. Soit sa position sera imprédictible, soit sa présence sera imprédictible. Parce que si sa présence est prédictible, ça veut dire qu'elle est systématiquement là. Mais si elle est systématiquement là, si ce son est systématiquement là, alors il n'y a plus aucune valeur fonctionnelle. La fonction des phonèmes, on l'a vu depuis la moitié du semestre, la valeur d'un phonème n'est que d'être opposé à son absence. Donc un son qui serait toujours là, il n'est jamais opposé à rien. Voilà, tout simplement. Donc les distributions prédictibles concernent en réalité principalement les phones qui ne sont la réalisation d'aucun phonème. Donc j'ai pris l'exemple de l'occlusive glottale, mais on peut prendre un autre exemple. C'est le schwa en français, le schwa final en l'occurrence. Le schwa final, en français, il ne sert à rien. Il ne sert à rien parce qu'il ne s'oppose pas à son absence. Donc par exemple, on va prendre un autre exemple, on va prendre le mot, j'ai dit animal tout à l'heure, on va dire bête maintenant. Donc bête, si je prononce comme ça, bête, il est bête. Eh bien, alors j'ai un petit accent peut-être un peu maniéré ou un peu certaines classes sociales ou parisien, un peu un stéréotype de l'accent parisien. Je prononce un cheval à la fin, ou accent du sud d'ailleurs aussi. Je prononce un cheval à la fin, bête. Si j'enlève ce cheval, ça ne change pas le sens du mot. Bête ou bête, ça ne change absolument pas le sens du mot. A l'inverse, je prends un mot qui n'est pas censé avoir de cheval à la fin, par exemple parking, un parking. Si je mets un cheval à la fin, parking, ça ne change pas non plus le sens du mot. Et ce cheval sera toujours présent à la fin d'un mot. Donc ici, la présence est prédictible et la position est prédictible. Donc c'est encore un exemple de phone dont la distribution est prédictible. Et alors à l'inverse, tous les autres phones, les phones qui sont les réalisations de phonèmes, ont une distribution imprédictible. Prenons un exemple, je prends un exemple au pif, le te. Le te. Le te, on le trouve dans le mot tasse, par exemple en français. Dans le mot tasse, vous avez un te. Est-ce que ce te a une distribution prédictible? Si elle était prédictible, si elle avait été prédictible, alors j'aurais dû dire, puisqu'il existe dans tasse en début de mot, j'aurais dû dire, tous les mots du français commencent par un te. Exactement comme dans le mot tasse. À chaque fois, j'aurai un te en début de mot, il n'y a aucune variation sur ce point. Non, le te n'est pas toujours présent. Il n'est pas toujours présent, et c'est en cela qu'il a une valeur d'opposition, parce qu'il s'oppose à son absence. Soit son remplacement par une autre consonne, soit son absence pure et simple. Donc si j'enlève le te de tasse et je le remplace par un pe, ça fait passe. Un passe, c'est pas la même chose qu'une tasse. Si j'enlève le te de tasse et que je le remplace par 0, j'aurai un as. Bon, là j'ai mis le ne de la liaison, mais as. Donc l'as que vous avez dans le paquet de cartes. Là encore, j'ai une opposition. Donc, lorsque j'ai un mot qui contient le a et le se, as, comme ceci, je ne peux pas savoir si j'aurai un te ou non avant ce a. Et c'est en cela que la distribution du te est imprédictible.
On ne peut pas savoir, dans un mot donné, dans un contexte donné, si le te sera présent ou non, parce que le te s'oppose à son absence. Donc c'est ça une distribution imprédictible. C'est lorsque un son ne s'observe pas partout, tout simplement. Il ne s'observe pas partout, ne s'observe pas tout le temps dans un contexte donné. Donc ça, c'est une distribution imprédictible. Vous pouvez prendre n'importe quel autre exemple en français. Par exemple, on va prendre maintenant la voyelle OU. Si vous avez chou, le OU n'a pas une distribution prédictible. Pourquoi ? Parce que l'on ne l'observe pas toujours entre un ch et la fin du mot. Si la distribution du OU avait été prédictible, j'aurais dû la trouver systématiquement entre un ch et la fin du mot. C'est pas le cas. J'ai le mot H, par exemple, où je n'ai pas de OU derrière le ch. J'ai le mot chat, où j'ai autre chose qu'un OU derrière le ch. Donc le OU a une distribution qui est imprédictible. Je ne peux pas prédire dans quel mot je vais observer un OU. Je peux constater que dans un mot j'ai un OU ou dans un autre mot je n'ai pas de OU, mais je ne peux pas le prédire avant de connaître l'existence de ce mot. Donc ça, c'est une distribution imprédictible et c'est la majeure partie des distributions que l'on trouve en réalité, en tout cas pour les réalisations de phonèmes. Et à l'intérieur de cette distribution, j'ai donc les distributions inconditionnelles, c'est-à-dire des unités qui sont des réalisations de phonèmes, donc, qui sont observées partout, ou en tout cas qui n'ont pas l'air d'avoir de contraintes particulières qui portent sur leur occurrence. Donc, par exemple, on a vu l'exemple du le tout à l'heure. Le le peut s'observer devant une consonne sourde et peut s'observer ailleurs. Et je peux aussi ne pas observer de le dans un mot. C'est en cela que sa distribution est imprédictible. Par exemple, je ne sais pas, si je prends un mot au hasard, mettons chaise, je n'ai pas de le dans ce mot. Bon. Donc c'est que le n'est pas prédictible. Mais en revanche, lorsqu'il s'observe dans un mot, il peut s'observer un peu n'importe où. Il peut s'observer entre deux voyelles, par exemple à l'été. Il peut s'observer en début de mot, par exemple lait. Il peut s'observer en fin de mot, balle. Il peut s'observer devant une obstruante sonore, on avait tout à l'heure albin, devant une obstruante sourde, alpin, etc., etc. Il peut s'observer après une consonne aussi, etc. Donc sa distribution est inconditionnelle, ou en tout cas très peu conditionnée. Et à l'inverse, lorsque une unité s'observe manifestement dans un contexte particulier et pas dans un autre, on parle de distribution conditionnelle. Et c'est le cas du re, du re et du be que l'on a vu tout à l'heure. Le re, on a vu qu'il ne s'observait jamais devant les occlusives ou devant les obstruantes sourdes en général. Donc il a bien une condition sur sa distribution. Donc il y a bien une distribution conditionnelle. A l'inverse, le re ne s'observe que devant des obstruantes sourdes et pas ailleurs. Ailleurs, c'est impossible. Alors, on avait vu que ça pouvait être le cas en fin de mot, mais il y a encore une variation libre, donc on met ça un petit peu de côté. Donc le re a bien une distribution conditionnelle, puisqu'il y a visiblement une condition qui détermine sa distribution. Et puis le be aussi. Le be a aussi une contrainte distributionnelle, donc une distribution conditionnée par quelque chose, puisqu'on ne peut pas l'observer, comme le re, devant les obstruantes sourdes, mais on peut l'observer ailleurs. Donc le be a bien une distribution conditionnelle. Donc toutes les unités que l'on ne peut pas observer partout, dans n'importe quel contexte, sont des unités qui ont une distribution conditionnelle. Et dans cette catégorie, et c'est là que ça devient important pour la suite du semestre, dans cette catégorie, on trouve encore deux différences. Alors, on va revenir d'abord sur un point important. Ce qu'on appelle la condition distributionnelle, c'est la position dans laquelle l'unité est présente. Donc par exemple, le re, être devant une obstruante sourde, c'est sa condition distributionnelle. C'est l'endroit où ce re est présent. Et à l'inverse, la lacune distributionnelle, c'est la position dans laquelle l'unité est absente. Donc là, je ne parle pas encore de distribution lacunaire, je parle de lacune distributionnelle. Donc, une lacune, c'est un trou, d'accord ? Il manque quelque chose. C'est un manque. Donc le re, sa lacune distributionnelle, c'est tout ce qui n'est pas devant une obstruante sourde. Alors, on a deux catégories de distribution à l'intérieur de
distribution, de la catégorie des distributions conditionnelles, on a premièrement la distribution complémentaire que vous connaissez déjà. Eh bien, on parle de distribution complémentaire, en réalité, non pas pour parler de la distribution d'un segment, mais pour parler des distributions de deux segments mis en parallèle. On parle de distribution complémentaire lorsqu'on a deux distributions qui se complètent, qui se complémentent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que la lacune distributionnelle de l'un des sons est remplie par la condition ou les conditions distributionnelles de l'autre son et inversement. Donc, par exemple, si on prend le cas du re et du re, que l'on avait déjà évoqué dans une séance passée, le re a une lacune distributionnelle qui est devant une consonne sourde ou une obstruante sourde. Eh bien, cette lacune distributionnelle, elle est remplie par la condition distributionnelle du re. Le re ne s'observe que devant une obstruante sourde. Donc, on a une complémentarité entre les deux. Et inversement, le re a une lacune distributionnelle, c'est partout ailleurs. Eh bien, le re, sa condition distributionnelle, c'est justement partout ailleurs. Donc la condition distributionnelle du re remplit, complète la lacune distributionnelle du re. Donc vous voyez à quoi ressemble le tableau. Vous avez, eh bien, c'est comme si le plus et le moins s'annulaient en quelque sorte. Si vous fusionnez le plus et le moins du re et du re, ça vous fait un seul segment. Bon. Et bien maintenant, on va voir un autre type de distribution que vous avez tendance, déjà dans les exercices que j'ai vus les 2 semaines qui ont passé, vous avez tendance à confondre cette distribution, la distribution complémentaire, avec une autre distribution, celle qui va nous intéresser à partir de maintenant, qu'on appelle la distribution lacunaire. Et c'est la suivante. C'est lorsque vous avez une distribution qui semble en tout cas inconditionnelle, et une distribution conditionnelle qui sont mises en parallèle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Prenez l'exemple du be et du pe. On a vu tout à l'heure que le be ne pouvait pas s'observer devant une obstruante sourde. Donc il s'observe partout ailleurs, en revanche. C'est pas donc d'ailleurs, j'ai dit donc, mais c'est pas donc. Mais il s'observe partout ailleurs, mais pas devant une obstruante sourde. Donc on a un moins pour devant obstruante sourde, et on a un plus pour partout ailleurs. Et en revanche, le pe, là où ce n'est pas une distribution complémentaire, eh bien c'est que le pe peut s'observer aussi ailleurs. Il s'observe devant une obstruante sourde, mais il peut aussi s'observer ailleurs. Et alors là, pourquoi ce n'est pas une distribution complémentaire ? Eh bien, parce que la condition distributionnelle du pe ne correspond pas à la lacune distributionnelle du be. Et inversement, la lacune distributionnelle du be ne correspond pas à la condition distributionnelle du pe. Alors c'est quoi la condition distributionnelle du pe ici ? C'est pas être devant une consonne sourde. Attention, c'est pas parce que vous avez un plus dans cette case-là que c'est ça sa condition distributionnelle. Pour que ce soit sa condition distributionnelle, il faudrait que ce soit le seul endroit où il peut apparaître. Non, le pe ne peut pas apparaître que là, il peut apparaître aussi ailleurs. Autrement dit, la condition distributionnelle du pe, il n'y en a pas vraiment. Là, c'est une distribution inconditionnelle, où disons que la condition distributionnelle du pe, c'est d'être quelque part dans le mot. Bon. Eh bien, cette condition, elle ne correspond pas à la lacune du be, qui est devant consonne sourde. Devant obstruante sourde, c'est la lacune distributionnelle du be, et celle-ci ne correspond pas à la condition, à l'ensemble des positions dans lesquelles on peut trouver le pe. Donc ce n'est pas une distribution complémentaire. C'est une distribution lacunaire du be en comparaison avec la distribution inconditionnelle du pe. Donc on n'a pas de complémentarité entre les deux. Alors c'est comme si, pour essayer de façon intuitive, pour essayer de vous faire comprendre la différence, c'est comme si, je le disais tout à l'heure, le plus et le moins s'annulaient. C'est-à-dire vous pouvez fusionner, comme on l'a fait avec les systèmes phonologiques, vous pouvez fusionner 2 lignes, 2 segments, uniquement si, dans un contexte donné, on peut annuler un plus et un moins. Par contre, si on a un plus dans 2 lignes, alors la fusion n'est pas possible. En revanche, si on a un moins dans 2 lignes, là, la fusion est possible. Donc, si on revient à la diapo précédente,
On a, avec le re et le re, dans la colonne devant obstruante sourde, on a un moins pour le re, un plus pour le re, pardon. On peut fusionner ces deux lignes parce qu'on a un moins d'un côté et un plus de l'autre. Ailleurs, dans le contexte ailleurs, on a aussi un plus pour le re et un moins pour le re. Donc on peut fusionner ces deux lignes. Il n'y aura pas d'opposition en quelque sorte. Pas en quelque sorte d'ailleurs, il n'y aura pas d'opposition. Parce que dans un contexte donné, on ne peut pas rencontrer les deux. Donc on peut les fusionner et il y a donc distribution complémentaire. Ce qui veut dire que ce sont deux variantes d'un même phonème. En revanche, si on revient dans notre distribution lacunaire qui concerne le be et le pe, on pourrait fusionner si on prenait uniquement en compte le contexte devant obstruante sourde. Sauf que ça, c'est pas l'ensemble des contextes que l'on rencontre dans la langue. Et ailleurs, on trouve aussi bien le be que le pe. Donc on a un plus dans les deux lignes. Et ces deux plus, eh bien, on ne peut pas les fusionner. Pourquoi on ne peut pas les fusionner? Parce que si dans ce contexte ailleurs, on a un plus pour le be et un plus pour le pe, ça veut dire que éventuellement, il peut y avoir des paires minimales. Et donc on ne peut pas fusionner ces deux segments. Il n'y a pas de distribution complémentaire, puisqu'on peut les rencontrer dans un même contexte. Et on a vu qu'il y avait d'ailleurs des paires minimales, on l'a vu tout à l'heure, alors je ne les ai plus en tête, mais on les a vues tout à l'heure, donc il y a des paires minimales. Eh bien ça, c'est totalement différent de la distribution complémentaire. C'est totalement différent. Pourquoi? Eh bien, je vous ai déjà donné toutes les clés pour le comprendre. La distribution complémentaire, on n'a aucune opposition possible, puisque les deux segments que l'on observe ne se rencontrent jamais dans le même contexte. Donc ce sont deux variantes d'un même phonème. En revanche, ici, même si j'ai une lacune distributionnelle quelque part, dans un contexte donné, je peux rencontrer les deux segments que j'observe. Alors, je n'ai aucune raison de dire qu'il n'y a pas de paire minimale. Je n'ai aucune manière de prouver qu'il n'y aura pas de paire minimale qui oppose ces deux segments. Donc, la conclusion est radicalement différente. Je ne peux pas dire qu'il y a une absence d'opposition. Au contraire, je serais presque même amené à dire qu'il y a une opposition, sans le savoir, on ne le sait pas vraiment. Donc c'est une situation totalement différente. Totalement différente. Donc faites bien la différence entre ce type de distribution et la distribution qui précède. Alors maintenant, la distribution seule ne permet pas non plus de répondre à la question de la relation entre le pe et le be. C'est pour ça que je n'ai pas encore donné d'éléments dessus. Pourquoi? Alors dans le cas de la distribution complémentaire, si, puisqu'on n'a pas d'opposition possible, nécessairement, il y a une allophonie entre les deux segments observés. Nécessairement, il ne peut pas y avoir d'opposition. Dans le cas présent, on ne sait pas. Ce n'est pas parce que le pe et le be se rencontrent dans un même contexte, ailleurs, qu'il y aura une opposition. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y en aura pas. Donc il y a cet élément, l'opposition, que l'on met au jour à partir de la paire minimale, et bien qu'il faut rajouter à la notion de distribution pour pouvoir traiter la relation entre deux segments. Et ça, c'est ce qu'on va voir à partir de maintenant. Donc nous allons maintenant, avant d'aborder la notion d'opposition relative, qui est donc la manière dont l'opposition est conditionnée par la distribution des segments, nous allons revoir un petit peu quelles sont les différentes relations possibles entre deux segments en fonction de leur distribution. Alors, l'opposition que l'on peut avoir entre deux phonèmes, c'est quelque chose d'assez simple et qui est relatif. Alors, toutes ces relations, d'ailleurs, sont relatives à la distribution. Pourquoi? Parce que, pour pouvoir parler d'opposition entre, par exemple, un phonème pe et un phonème be, il faut nécessairement qu'il y ait une commutation entre ces deux phonèmes, entre ces deux objets, ces deux entités, le pe et le be. Et pour qu'il y ait commutation, qu'est-ce qu'il faut? J'espère que vous avez tous deviné, il faut que le pe et le be puissent s'observer dans un même contexte. Donc la distribution détermine l'opposition. Et ça, c'est un point important. Vous voyez que l'opposition est relative à la position des segments, à leur distribution, autrement dit. L'opposition est relative à la distribution. La distribution n'implique pas une opposition, mais en revanche, l'opposition implique une certaine distribution.
Donc, pour qu'il y ait opposition entre deux segments, il faut nécessairement que ces deux segments puissent se rencontrer dans un même contexte pour qu'il y ait commutation. C'est ce que vous avez ici avec poule et boule, où vous voyez que la flèche bidirectionnelle indique la commutation. D'accord? Donc on a une commutation, on remplace le pe par un be, ça vous donne boule, et vous avez deux mots de sens différents. Donc il y a bien commutation, et cette commutation n'est permise que par une distribution similaire entre le pe et le be. Alors, similaire ne veut pas dire que c'est la même distribution. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Le be a une distribution lacunaire, tandis que le pe a une distribution qui apparemment est inconditionnelle. Mais au moins, on a un contexte commun. Devant le mot, devant une voyelle, c'est une position dans laquelle on peut trouver aussi bien le pe que le be. Alors que ce n'est pas le cas devant une consonne sourde. Lorsque l'on a une lacune distributionnelle, en revanche, par exemple pour le be, que l'on ne peut pas rencontrer devant une consonne sourde, eh bien, il n'y a pas de commutation possible. Pourquoi ? Parce que si je ne peux pas rencontrer un segment dans un contexte donné, alors je ne peux pas avoir de commutation qui concerne ce segment dans ce même contexte. Ça n'a aucun sens. Donc si on prend un exemple concret que l'on a vu depuis tout à l'heure, le be ne peut pas s'observer devant une obstruante sourde, donc il ne peut pas rentrer dans un processus de commutation devant une consonne sourde. C'est absurde. C'est une substitution impossible, puisque le be ne peut pas s'observer dans ce contexte. Donc s'il n'y a pas de commutation, s'il n'y a pas de substitution dans ce contexte, c'est qu'il n'y a pas de commutation possible. Et s'il n'y a pas de commutation possible, c'est qu'il n'y a pas d'opposition. Donc on va prendre un exemple concret, l'exemple de apte, le mot apte. Il est apte. Bon, vous avez un pe. Alors le pe, aucun problème, hein, il peut se rencontrer devant une obstruante sourde, on l'a vu depuis tout à l'heure. Donc le pe, tout va bien. En revanche, le be, on l'a vu, ne peut pas remplacer un pe devant une obstruante sourde, parce qu'il ne peut pas apparaître devant une obstruante sourde. Et donc, la substitution est littéralement impossible, et si la substitution est impossible, c'est qu'on n'a pas de commutation. Si on n'a pas de commutation, c'est qu'on n'a pas de paire minimale, et donc on n'a pas d'opposition dans ce contexte entre le be et le pe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je peux remplacer le pe par un be dans n'importe quel mot où le pe se retrouverait devant une obstruante sourde, je n'obtiendrai jamais une paire minimale. J'obtiendrai quelque chose soit d'imprononçable, soit qui a exactement le même sens, mais je n'aurai jamais de paire minimale. Prenons l'exemple de apte. Si j'essaie de prononcer un be devant un te, déjà j'aurai du mal. Abt, mettons. Soit vous considérez que ce mot n'a aucun sens, soit vous considérez que ce mot a le même sens que apte, mais vous ne considérerez jamais que ce mot a un sens différent. Mais pareil pour obscur ou abcès, obscur, vous ne considérerez jamais que ce mot a un sens différent de obscur. Abcès, je remplace par un be, abcès, vous ne considérerez jamais que ce mot a un sens différent de obscur. Pourquoi ? Parce que le be ne pouvant pas apparaître dans ce contexte, je n'ai pas de commutation possible, et donc pas de paire minimale possible. Donc pas d'opposition. Et là, donc, on est en train de voir quelque chose. Eh bien, c'est que la distribution, on a vu tout à l'heure, elle conditionne l'opposition. Pour qu'il y ait une opposition, il faut nécessairement que la distribution fasse que deux segments puissent se rencontrer dans le même contexte. Et inversement, lorsque la distribution fait que deux segments ne peuvent pas se rencontrer dans le même contexte, eh bien, c'est qu'il n'y a pas d'opposition entre ces deux segments dans ce contexte donné. Donc là, vous voyez qu'on est en train d'introduire l'idée que l'opposition, eh bien, même si elle existe dans une langue, ça ne veut pas dire qu'elle existe dans tous les contextes de cette langue. Donc l'opposition entre le be et le pe, par exemple, elle existe bien en français. Il n'y a aucun doute là-dessus. On a vu une paire minimale à l'instant avec poule et boule. Poule et boule n'ont pas le même sens, donc on a une paire minimale. On a donc une opposition entre le pe et le be, il n'y a aucun doute. En revanche, avec apt et abt, eh ben, là, on n'a pas d'opposition. On n'a pas de commutation, pas de paire minimale, pas d'opposition dans ce contexte. Et ça, c'est un point important. Ça veut dire que les oppositions sont relatives. Relatives au contexte où il y a commutation. Donc par exemple, le pe et le be s'opposent lorsqu'ils sont n'importe où qui ne serait pas devant quelque chose qui est obstruant et sourd.
En revanche, le pe et le be ne s'opposent plus lorsqu'ils sont devant une consonne obstruante et sourde. Et c'est important de dire ne s'oppose plus. Ça ne veut pas dire que le pe et le be, je le rappelle, je le répète, ça ne veut pas dire que le pe et le be ne s'opposent pas dans la langue, ils s'opposent, il n'y a aucun doute là-dessus, je le répète. Mais dans un contexte donné, devant une obstruante sourde, ils ne s'opposent plus. Et c'est ça que l'on appelle la neutralisation. Ça veut dire que il y a une opposition dans la langue, mais cette opposition est neutralisée dans certains contextes. C'est-à-dire qu'elle n'est plus fonctionnelle, elle ne marche pas, elle ne marche plus dans certains contextes. Donc dans le cas qui nous intéresse, l'opposition entre le be et le pe qui existe en français, aucun doute, elle ne marche pas devant une obstruante sourde. Donc elle est neutralisée dans cette position. C'est ça, la neutralisation, tout simplement. Alors on va voir après que ça implique des choses un petit peu plus complexes. Mais c'est déjà un pas important de comprendre cette notion-là. Donc, la neutralisation, ce n'est pas du tout la même chose que la distribution complémentaire. La distribution complémentaire, c'est lorsque vous avez deux segments qui ne se rencontrent jamais dans les mêmes contextes et qui du coup ne peuvent absolument pas s'opposer dans la langue. L'opposition est totalement impossible. La neutralisation, c'est lorsque vous avez deux segments qui peuvent se rencontrer dans un même contexte, et donc l'opposition est possible et éventuellement existe dans la langue, mais en revanche, il y a d'autres contextes dans lesquels on ne rencontre que l'un des deux. Et dans ce cas-là, l'opposition est neutralisée dans ce dernier contexte. Donc c'est ce que vous aviez avec le tableau de tout à l'heure, avec le pe et le be. Vous voyez que ces deux tableaux sont totalement différents et amènent à des conclusions radicalement différentes. Alors maintenant, on va voir un petit peu quels sont les... On va faire un résumé, en quelque sorte, des différents types de relations que l'on peut avoir entre deux segments en phonologie. Alors, on a vu tout à l'heure la relation d'opposition, c'est lorsque deux segments peuvent s'observer dans un même contexte et qu'il y a une paire minimale, qu'il y a commutation. Alors les autres situations, c'est lorsque par exemple, vous n'avez aucune commutation dans aucun contexte. Ça, lorsqu'on n'avait aucune commutation dans aucun contexte, eh bien, il y a deux possibilités. Soit cette commutation est impossible parce que la substitution n'est pas distinctive, et dans ce cas-là, vous avez une variation libre. Donc, par exemple, alors le deuxième, avec celui avec apt, il est faux, là je devrais le corriger. Pour le mot pour, si je remplace le pe non labialisé par un pe labialisé, donc pour et pour, ça ne change absolument pas le sens du mot. Mais je peux remplacer l'un par l'autre, il n'y a aucun problème, parce que les deux ont la même distribution. Ou en tout cas, peuvent se rencontrer dans ce même contexte. Mais il n'y a pas de commutation, parce que cette substitution n'est pas distinctive. Donc là, j'ai une variation libre, et les deux segments que j'observe sont des variantes libres. Mais lorsque je n'ai aucune commutation, lorsque je n'ai pas de commutation dans aucun contexte, eh bien, ça peut aussi être dû au fait que, non pas au fait que j'ai une substitution non distinctive entre les deux unités que j'observe, mais tout simplement, j'ai une substitution impossible entre les deux unités que j'observe. C'est le cas avec le pied palatalisé que l'on ne peut pas observer devant un ou, par exemple. Le pied palatalisé s'observe devant les voyelles antérieures et notamment devant le i, comme dans pire. Pire, vous avez un pe palatalisé. Et donc, le pied palatalisé s'observe uniquement devant le i, mettons, le u aussi, donc les voyelles antérieures fermées notamment, tandis que le pe non palatalisé s'observe partout ailleurs, mais jamais devant le i et le u. Donc là, j'ai une distribution complémentaire. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas de commutation. Donc ce n'est pas parce que la substitution est non distinctive, mais c'est parce que la substitution est impossible. Et dans ce cas-là, j'ai une variation contextuelle entre les deux. Donc vous voyez que le type de relation, avec ces deux exemples, ce que l'on vient de voir, c'est que le type de relation qui existe entre deux phones, variante contextuelle ou variante libre, ne dépend pas seulement de la commutation, présence ou non de commutation, mais
également de la distribution de ces phones. Ensuite, j'ai les oppositions non neutralisables. C'est lorsque j'ai une commutation possible dans tous les contextes, mettons. Par exemple, entre le pe et le fe, j'ai une opposition non neutralisable. Le pe peut s'observer devant une voyelle, mais le fe aussi. Et dans ce cas-là, j'ai une substitution minimale distinctive possible, une commutation possible, et je vais avoir une paire minimale. Pour, four, sont bien deux mots de sens différents. Et devant une obstruante sourde, cette commutation est aussi possible, parce que le pe et le fe ont une distribution qui est inconditionnelle. Aucun des deux n'a une distribution lacunaire. Et donc, j'ai apt, et puis j'ai aft, et c'est deux mots de sens radicalement différents. Donc j'ai bien une opposition ici aussi. Donc là, l'opposition n'est pas neutralisée, ni devant une voyelle, ni devant une obstruante sourde. J'ai une opposition qui est fonctionnelle partout. Et enfin, je peux avoir une commutation qui est valable dans certains contextes, par exemple devant une voyelle, mais pas dans d'autres, par exemple devant une obstruante sourde. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc poule et boule, le pe et le be sont commutables devant une voyelle, tandis que devant une obstruante sourde, le pe et le be ne sont pas commutables. Et dans ce cas-là, je n'ai pas de commutation, je n'ai pas de paire minimale, et donc je n'ai pas d'opposition uniquement dans ce contexte. Donc l'opposition est neutralisable, puisqu'elle est fonctionnelle dans certains endroits, mais elle n'est pas fonctionnelle dans d'autres. Donc là, on a fait le tour des différentes relations phonologiques qui existent. Variation libre, variation contextuelle, opposition non neutralisable et opposition neutralisable. Et on verra encore que dans les oppositions neutralisables, on le verra un peu plus tard, qu'il existe une différence entre opposition neutralisable résoluble, ou plutôt neutralisation résoluble, et neutralisation irrésoluble. Mais la question qui nous intéressera pour la prochaine séance, c'est la question de la notation de la neutralisation. On a vu, je reviendrai dessus la semaine prochaine, mais on a vu que le phonème, c'était pas vraiment une unité qui avait une substance, c'est une unité de forme, c'est-à-dire une unité qui n'a de valeur que par opposition à d'autres unités. Autrement dit, le pe n'existe que parce qu'il s'oppose au be, et inversement, le be n'existe que parce qu'il s'oppose au pe. Je parle des phonèmes. Or, si je n'ai plus d'opposition entre le pe et le be, dans apt, quel est le phonème qui se trouve entre le a et le te? Donc, quel est le phonème que l'on a au milieu de ce mot apt? Est-ce que c'est un phonème P ou est-ce que c'est un phonème B? Eh bien, la question est plus compliquée que ce qui ne peut paraître. Vous serez beaucoup, sans doute, à penser que c'est un phonème P parce qu'on prononce P. Mais, je l'ai répété depuis le début du semestre, les phonèmes ne sont pas des sons, ce sont des unités abstraites. Vous irez me dire que c'est un phonème P parce qu'il est sourd. Mais est-ce que le phonème est sourd ici? Non, on a vu que les traits d'un phonème, c'était les traits distinctifs. Est-ce que le trait de surdité est distinctif dans le mot apte? Non, il n'est pas distinctif puisqu'on n'a plus d'opposition entre le pe et le be. Donc le pe, la surdité n'est pas distinctive. Le phonème que l'on regarde n'a plus de trait sourd, donc il n'y a aucune raison de penser que c'est un phonème P. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas non plus de raison de penser que c'est un phonème B. Et c'est là où c'est compliqué. C'est qu'en réalité, c'est les deux. Pourquoi? Eh bien, on a vu qu'on a une opposition entre le phonème P et le phonème B qui est neutralisée. Neutralisée, ça veut dire qu'il n'y a plus cette opposition. S'il n'y a plus d'opposition, c'est-à-dire que les deux phonèmes se fondent en un seul. Eh bien, ce phonème, ce résultat de la fusion du phonème P et du phonème B, cet objet, c'est ni P ni B, c'est les deux à la fois. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence entre ces deux. Et donc, choisir le phonème P ou choisir le phonème B, c'est faire une erreur. Donc, on verra ça la semaine prochaine, et pour introduire une nouvelle notion qu'on appelle l'archiphonème, qui est donc une sorte de superphonème qui regroupe plusieurs phonèmes lorsqu'on a une opposition neutralisable. Alors pour résumer, ce qu'on a vu, c'est que l'opposition, finalement, c'est pas quelque chose qui est généralisé dans
toute une langue. Bien sûr, une langue a des oppositions, mais cette opposition, elle est relative à la distribution. On peut la rencontrer dans certains contextes, et puis ne plus la rencontrer dans d'autres contextes. Cette opposition peut être neutralisée, autrement dit. C'est-à-dire qu'elle peut avoir une fonctionnalité qui est réduite, qui disparaît dans certains contextes. Et ça, c'est le résultat notamment de changements diachroniques tels que la règle que l'on a vue tout à l'heure d'assimilation de surdité régressive. Voilà, donc j'attends vos questions dans le forum. On va vous faire on va voir quelques exemples, quelques cas dans les vidéos d'études de cas, et puis on abordera la semaine prochaine la notion d'archiphonème qui permet d'apporter une notation phonologique à cette opposition neutralisable.